Ce téléphone, qu'on a presque tous dans la poche, on s'est déjà demandé comment il a fait pour voyager plus que la plupart des gens. C'est assez fou quand on y pense. Eh bien, en suivant son parcours, on va décortiquer un mécanisme immense et complexe, le commerce mondial. Alors voilà le programme. D'abord, on va se poser la question de base. Mais pourquoi les pays échangent-ils entre eux? Ensuite, on va plonger dans ce qu'on appelle l'usine mondiale moderne. Après, on regardera sans détour qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette histoire. Et pour finir, on abordera le grand débat, celui qui oppose tout le monde aujourd'hui. Allez, on commence par le début. Pour vraiment piger le fonctionnement de toute l'économie mondiale, tout part en fait d'une question, une question assez surprenante, on va le voir. La voilà, cette fameuse question. Serena Williams devrait-elle tondre sa propre pelouse? Bon, ça peut paraître complètement hors sujet, c'est vrai, et pourtant. La réponse à cette question, c'est littéralement la clé pour comprendre l'ensemble du commerce international. Alors regardons les chiffres d'un peu plus près. Serena, elle tond sa pelouse en 2 heures. Forrest Gump, lui, met 4 heures. Donc oui, Serena est clairement plus rapide. Mais, et c'est là que tout se joue, en passant 2 heures à tondre, elle renonce à 30 000 $. C'est ce qu'elle aurait pu gagner en tournant une pub, par exemple. C'est ça, son coût d'opportunité. Forrest, lui, en 4 heures, ne renonce qu'à 50 $. Donc la vraie question, ce n'est pas qui est le meilleur, mais plutôt qui a le moins à perdre en faisant ce travail. Et voilà, on vient de toucher au cœur du réacteur. L'idée fondamentale, c'est celle-ci. Le plus important, ce n'est pas d'être le meilleur dans l'absolu. Non, c'est de se spécialiser là où on est le plus efficace, c'est-à-dire là où on sacrifie le moins. Ça, c'est le principe de l'avantage comparatif. Et c'est grâce à ça que, en théorie, tout le monde est gagnant à l'échange. Cet exemple, c'est un grand classique de l'économiste David Ricardo. Regardez bien. Le Portugal est meilleur pour produire et le drap et le vin. On pourrait se dire, bon, ils n'ont qu'à tout faire eux-mêmes. Mais non, leur supériorité est écrasante pour le vin. L'Angleterre, de son côté, a son plus petit désavantage dans le drap. La logique est donc implacable. Le Portugal doit se concentrer à fond sur le vin, l'Angleterre sur le drap, et ensuite ils échangent. Et là, les deux s'enrichissent plus que s'ils avaient tout fait seuls. Ok, donc cette logique, elle est super claire pour le vin et le drap au 19e siècle. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça explique encore le monde d'aujourd'hui, avec ses chaînes de production mondialisées et ses iPhones? Passons maintenant à l'usine mondiale moderne. Comment ça marche, vraiment? Parce que, en fait, la nature même du commerce a complètement changé. Une énorme partie des échanges se fait aujourd'hui entre des pays qui se ressemblent beaucoup et qui s'échangent des produits qui se ressemblent beaucoup aussi. Cette comparaison est parlante. Le commerce classique, c'était l'Allemagne qui vend des voitures au Bangladesh et le Bangladesh qui vend des t-shirts à l'Allemagne. Logique. Mais le commerce moderne, c'est l'Allemagne qui vend des voitures à la France et la France qui en vend à l'Allemagne. Étrange, non? La logique a basculé. On échange plus seulement en fonction des ressources, mais pour avoir plus de choix et parce que la fabrication a été découpée en plein de petites étapes hyper spécialisées. Et pour comprendre ça, il n'y a pas meilleur exemple que l'iPhone. Le concept et le design, ça se passe en Californie. Hop, les composants cruciaux viennent de Corée du Sud, du Japon, de Taïwan. Et l'assemblage final, direction la Chine ou l'Inde. Un seul objet est le résultat d'un immense puzzle planétaire où chaque pièce est fabriquée au meilleur endroit possible. Mais alors, ce système mondial, aussi efficace soit-il, a évidemment un impact humain. Et c'est là qu'on arrive à la question qui fâche. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette histoire? Alors, commençons par les points positifs. Pour les consommateurs, les prix ont chuté. L'exemple du micro-ondes est dingue. Avant, il fallait l'équivalent de 61 heures de travail pour s'en payer un. Aujourd'hui, c'est 3 heures. On a aussi accès à une variété de produits incroyable. Et, il faut le souligner, ça a permis de réduire massivement les inégalités entre les pays en sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Mais voilà, il y a un énorme mais. Et cette citation de l'économiste Branko Milanovic le résume parfaitement. En gros, ce qu'il dit, c'est que la mondialisation a été géniale pour les nouvelles classes moyennes en Asie, mais qu'elle a provoqué une stagnation des revenus pour les classes moyennes et ouvrières dans les pays riches. C'est la face cachée de la médaille. Et ce chiffre, il donne le vertige, 25%. Entre 1980 et 2016, les 1% les plus riches de la planète ont capté à eux seuls un quart de toute la croissance des revenus. C'est absolument colossal. Ce que ça veut dire, c'est que les inégalités ont littéralement explosé à l'intérieur de nos propres sociétés. Et forcément, ce double visage de la mondialisation, ça nous amène au grand débat qui structure toute la politique économique aujourd'hui, libre-échange contre protectionnisme. On a donc deux camps, deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, les partisans du libre-échange. Leur but, supprimer toutes les barrières. L'argument,
Ça pousse tout le monde à être meilleur, ça stimule l'innovation et ça fait baisser les prix. De l'autre côté, les partisans du protectionnisme. Eux veulent mettre des barrières pour protéger les entreprises et les emplois locaux. L'argument, la défense de l'emploi, la sécurité nationale. Le risque, de chaque côté, pour le libre-échange, sacrifier des emplois. Pour le protectionnisme, payer tout plus cher et freiner l'innovation. Et attention, le protectionnisme, ce n'est pas juste une idée simpliste. Il y a plusieurs justifications. D'abord, un protectionnisme défensif. On protège des industries vieillissantes. Il y a aussi le protectionnisme éducateur. On protège une jeune industrie le temps qu'elle grandisse, comme l'Europe l'a fait avec Airbus face à Boeing. Ensuite, l'argument stratégique. Certains secteurs, comme la santé ou la défense, sont trop importants pour dépendre des autres. Et enfin, l'argument de l'équité, contrer la concurrence de pays qui ne respectent ni l'environnement ni les droits des travailleurs. On se retrouve donc face à une tension fondamentale, un vrai choix de société, des marchés grands ouverts ou des murs pour se protéger. Finalement, la question, ce n'est peut-être pas de savoir si le libre-échange est bon ou mauvais dans l'absolu. C'est trop simple. La vraie question, c'est pour qui est-ce que c'est bon? Et surtout, qui décide des règles du jeu? C'est une question qui continue de façonner nos économies, nos élections et les objets qu'on utilise tous les jours.